président de la République Alassane Ouattara a échangé hier jeudi avec une délégation du Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Ils lui ont réaffirmé leur volonté d'aider leur pays à se développer à travers la bonne gouvernance. 61 milliards de francs CFA du CD2 au profit de l'enseignement supérieur. Le chef du projet incite les enseignants et les étudiants à se mobiliser pour bénéficier de ces fonds. La destruction des gîtes laver nid de moustiques va démarrer bientôt dans les communes de Port-Boué, de Koumassi, de Marcory et de Trècheville, ici dans le district d'Abidjan. L'initiative est du ministère de la Santé par le biais du programme national de lutte contre le paludisme. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Vous êtes sur RTI 1, commençons par les activités du chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier jeudi avec une délégation du Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Les inspecteurs généraux d'État qui étaient en conclave ici à Abidjan ont réaffirmé leur volonté d'accompagner leurs États respectifs à l'émergence à travers la promotion de la bonne gouvernance. Awa Touré pour RTI 1. La 6e Assemblée générale est le 4e colloque du Forum des inspections générales d'État d'Afrique, FIGE, ont pris fin ce jeudi à Abidjan. Une délégation du FIGE, conduite par l'inspecteur général d'État Niamey Ngoran, est venue présenter au président de la République Alassane Ouattara les conclusions des travaux. L'une des principales résolutions est la création d'une école de formation au métier d'audit et d'inspection. En effet, cet institut dont vous avez autorisé l'installation en Côte d'Ivoire au sein de l'INPHB, c'est l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, est un projet auquel notre organisation accorde beaucoup d'importance, Monsieur le Président de la République. Ce projet qui vise à renforcer les compétences institutionnelles et celles de nos structures de contrôle en Afrique, de professionnalisation du métier d'audit et de lutte contre la fraude et la corruption. La bonne gouvernance est pour le président de la République la clé de voûte de toute politique de développement. Raison pour laquelle la notion de bonne gouvernance est en bonne place dans le projet de nouvelle constitution. Je souhaite d'ailleurs que les uns et les autres aillent sur notre site, vous inspecteurs d'État, contrôleurs d'État, sur le site de la présidence pour voir le projet de constitution. Je pense que vous verrez notre souci de tout faire pour nous accrocher à la bonne gouvernance. En réalité, la bonne gouvernance est le creuset de toute bonne politique économique, politique, sociale. S'il n'y a pas de bonne gouvernance, c'est une déperdition de ressources, c'est une perte de temps, c'est fondamentalement une situation qui ne peut pas aboutir à des résultats de la politique qui en réalité concerne l'amélioration du bien-être des populations. Bien évidemment, je voudrais vous féliciter pour la création de l'Institut de formation du FIGE. Et il faut que tous les pays, bien sûr, contribuent au bon fonctionnement et au financement de l'Institut. Nous ferons notre part, bien évidemment, surtout que le siège est ici. L'occasion aussi pour le chef de l'État de présenter à ses hôtes les enjeux du projet de la nouvelle Constitution qui sera soumis au peuple souverain de Côte d'Ivoire le 30 octobre prochain. Cette constitution de la Troisième République essaie de revenir aux fondamentaux qui nous ont permis d'avoir la stabilité et la paix pendant quasiment 4 décennies. Notre constitution qui ira au référendum prévoit donc de réintroduire le poste de vice-président parce que de notre point de vue, c'est important dans nos pays d'avoir une visibilité et une stabilité une fois que les élections ont lieu. Il faut trouver un mécanisme pour éviter de perturber le cycle électoral. C'est pour cela que nous avons introduit la notion d'un vice-président élu en même temps que le président, comme dans les pays anglophones, ce qui fait que si quelque chose arrive, le vice-président prend le relais et les élections se font comme prévu tous les 5 ans. Ça, c'est le premier élément, la stabilité et la visibilité.
La deuxième chose, pour renforcer le pouvoir législatif, nous introduisons un Sénat. Le Sénat, c'est une assemblée territoriale. J'ai estimé, moi, que dans un démarrage, il fallait un Sénat où tout le monde est représenté. Alors, j'ai essayé d'expliquer à l'opposition que si je veux nommer un tiers, c'est en réalité parce que je veux faire rentrer l'opposition dans le Sénat. Donc, le fait que le président pourra nommer un tiers permettra de nommer surtout des personnalités de l'opposition qui ont occupé des postes importants aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et même des Ivoiriens à l'extérieur qui peut-être sont dans de grandes facultés, qui ont fait montre de beaucoup de compétences et qui veulent rentrer au pays pour apporter leur contribution. Donc il y a cette idée d'ouvrir le Sénat et ne pas avoir un Sénat qui soit composé rien que par le groupe politique dominant que nous sommes. Évidemment, c'est toujours difficile les questions de constitution parce que les gens pensent que dès qu'on veut faire une nouvelle constitution, c'est parce qu'on veut faire un nouveau mandat. Mais j'ai dit aux uns aux autres, j'ai dit, mais l'année prochaine, moi, ça fera un demi-siècle que je travaille. Et donc, je considère que vraiment, j'ai fait ma part. Mon aîné, le président Bédié et moi-même, nous sommes bien concertés qu'il fallait travailler sur les 4 ans à venir à ce que ce soit une nouvelle génération qui prenne le relais. Donc, il n'y a pas de malice. Les gens pensent qu'il y a toujours une idée derrière la tête, mais c'est plutôt pour préparer le transfert du pouvoir à une nouvelle génération. À l'issue des travaux, la Côte d'Ivoire a été portée à la tête du comité directeur du Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Forum qui est composé de 23 organisations de 18 pays. Awa Touré, deuxième grand titre de cette édition, le chef du projet C2D, le contrat de désendettement de développement pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, était à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le professeur Mahamadou Mekhawa est allé présenter le contenu du projet CD2 en ce qui concerne bien sûr le volet éducation-formation afin d'inciter les enseignants et les étudiants à se mobiliser pour bénéficier des fonds alloués. Vénance et Maniamien. 61 milliards de francs CFA alloués au secteur de l'éducation-formation dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement C2D. Mais faute de communication, aucun engouement n'est constaté chez les universitaires et étudiants. Le chef du projet C2D, enseignement supérieur et recherche scientifique, était donc face aux enseignants et étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny pour leur présenter le contenu du contrat de désendettement et de développement C2D. On a envie de faire passer un message pour que les acteurs universitaires prennent conscience du fait que le C2D est un outil à leur disposition, que les C2D, qu'ils sont les premiers bénéficiaires de ce projet. Ces fonds sont alloués sous forme de bourses d'études à l'étranger et de financement de projets de recherche. Il s'agit donc pour les étudiants et enseignants des universités et grandes écoles publiques de présenter des projets solides afin d'y bénéficier. Maintenant que nous en savons le contenu, maintenant que nous avons diffusé et partagé l'information, il faut maintenant savoir capter les fonds logés au sein du C2D. Et c'est là qu'intervient la dimension stratégique de l'appropriation du C2D. Et c'est cela que nous sommes en train de faire en ce moment avec nos collègues enseignants-chercheurs, les étudiants et le personnel administratif et technique des universités et grandes écoles. Le C2D est un mécanisme qui consiste pour la France à convertir les créances d'aide publique au développement d'un pays en projet de développement défini conjointement entre le pays partenaire et la France. D'un montant de 738 milliards de francs CFA, le deuxième contrat entre la France et la Côte d'Ivoire est le plus important C2D jamais signé. Il concerne la période 2014-2020 et le montant total du C2D s'élève à 1900 milliards de francs CFA. Restons à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody où a eu lieu cette fois la 4e conférence annuelle des universités ouest-africaines. Elle vise à réunir les universités de l'Afrique de l'Ouest autour des questions de développement. Éric Goré. Responsable universitaire de l'Afrique de l'Ouest est réuni au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny. Il participe à la 4e conférence de l'Association des universités de l'Afrique occidentale, une tribune d'expression pour échanger sur le développement régional des pays de l'Afrique de l'Ouest.
Les universités d'Afrique de l'Ouest qui transcendent les barrières linguistiques. Tout pays qui se développe sur la base de la recherche scientifique et de l'innovation. Et lorsqu'on parle de recherche scientifique et d'innovation, l'université est au cœur. Ce moment de réflexion et d'échange a aussi permis de plancher sur des sujets visant à améliorer l'enseignement supérieur dans cette région de l'Afrique. Cette 4e conférence enregistre également l'Assemblée générale de cette association des universités africaines. Le thème est « Les universités ouest-africaines, catalyseurs du développement régional ». Parlons maintenant de préscolaire et c'est avec Adrienne Grassa Kando. Pourquoi les parents d'élèves contractent-ils ces prêts pendant la rentrée scolaire? Quelle est la procédure? Alors bref, voyons tout cela avec notre reporter Adrienne Grassa Kando. Abi, élève en classe de 5e, et ses sœurs sont en séance d'études ce jour non ouvrable. Leur rentrée scolaire a été possible grâce aux prêts scolaires octroyés à leur père par la banque. J'ai 4 enfants. Sans ces prêts-là, vraiment, il serait difficile de joindre les deux bouts. Le prêt scolaire vient à point nommé pour soulager les parents. Chaque année, pour accompagner les parents d'élèves dans l'achat de fournitures scolaires et autres dépenses liées à la rentrée des classes, les banques font des prêts scolaires allant de 7 à 8% d'intérêt et remboursables sur une période de 10 à 12 mois. C'est un appui que les banques apportent à l'ensemble de leurs clients sur toute l'étendue du territoire. On constate que vraiment c'est devenu une foi au prêt, avec des conditions alléchantes, défiant vraiment la concurrence. On a des schémas où, sur la base en fait de l'historique du client, des fonds sont mis directement à la disposition des parents. On a également d'autres schémas où ces fonds sont directement payés à l'établissement. Les prêts scolaires sont avantageux du fait qu'on arrive à faire les dépenses à temps voulu, à envoyer les enfants rapidement à l'école. Quelles sont les conditions d'acquisition du prêt scolaire? Qui peut en bénéficier? Tout client d'une banque peut bénéficier des prêts scolaires. Des salariés, des non-salariés, selon des conditions adaptées au niveau de chaque établissement, peut bénéficier en fait des prêts scolaires. On a des fonctionnaires, on a des employés du secteur privé qui en bénéficient. Donc les prêts scolaires, ce n'est pas que aux fonctionnaires, c'est à l'ensemble des travailleurs en fait. Et tout ceci nous permet en fait de tirer les fonctionnaires et les agents du secteur privé des mains de ce qu'on appelle les usuriers. Enfin, en Côte d'Ivoire, on parle des margouillards. Ça leur permet en fait de s'endetter sainement et à des conditions qui soient les plus attrayantes possibles. Hein. Un usurier, voilà, il vous demandera le double de ce qu'il vous aura prêté. Pour un parent d'élève qui veut un prêt, il nous fait la demande, c'est-à-dire une demande écrite. D'abord, pour avoir un prêt, il faut qu'il soit client avec un salaire domicilié. Ça, c'est la première condition. Il nous fait une demande et par la suite, il nous fournit un bulletin de salaire, la photocopie de sa pièce d'identité, un engagement de domiciliation ferme et irrévocable du salaire. Et puis, on procède au traitement. Après avoir réuni tous les documents, on traite le dossier. En 48 heures, le client a son prêt qui est sur son compte. Des procédures longues pour certains parents d'élèves. À propos des prêts scolaires, vraiment, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de papiers qu'on ne maîtrise pas et puis on n'a pas le temps. Le timing ne nous permet pas d'aller chercher tous ces papiers pour venir demander un prêt scolaire. Donc, je préfère le faire en fonction de mon salaire. Ces prêts ne sont pas toujours utilisés pour la scolarisation des enfants. Ils servent aussi à d'autres fins. Des parents ne trouvent pas nécessaire de s'endetter pour envoyer leurs enfants à l'école. Moi, personnellement, je ne suis pas très intéressée pour l'instant parce que je pense que c'est une question d'organisation. Je sais que si la rentrée c'est dans peut-être 7 mois, je m'organise en fonction de ça. Je fais la rentrée des enfants, donc je n'ai pas personnellement besoin de prêts scolaires. Quand moi je prends les prêts scolaires chaque année, moi ce n'est pas pour scolariser les enfants. Moi je prends ça pour faire d'autres projets. Par exemple, j'étais en chantier. C'est grâce aux prêts scolaires que ma maison a pu arriver un peu loin. Aujourd'hui, j'ai pris Dieu me donne l'envie l'année prochaine. Je vais prendre le prêt scolaire pour achever. Les banques proposent des prêts de 100 000 à 3 millions de francs CFA. Au-delà des prêts scolaires,
Elles se disent favorables au financement des études universitaires pourvu que la formule idoine soit trouvée. Il faut qu'on puisse réfléchir maintenant par rapport à tous ces étudiants qui sont dans des universités, qui sont dans des écoles, en fait, mettre des schémas en place pour voir comment est-ce qu'on peut financer les études de ces étudiants-là, qui n'ont pas forcément les moyens et qui n'ont pas forcément de bourse, en fait, mais qui sont dans des filières spécialisées qui leur offrent environ 60 à 70% de chances de trouver un emploi. On a le cas de certains étudiants qui sont brillants, qui finissent leurs études, mais qui malheureusement n'ont pas de bourse pour aller à l'étranger, mais qui ont des possibilités d'inscription dans certaines universités. Ça également, il faut réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut accompagner ces étudiants-là en termes de financement. Mais ceci ne peut se faire que dans le cadre d'un partenariat entre l'État et les établissements financiers. De plus en plus, les banques s'engagent à apporter un appui à leurs clients pour la scolarisation de leurs enfants dans de meilleures conditions. Pour les exhorter à y souscrire, une campagne sur les prêts scolaires est ouverte durant les mois de septembre à octobre. 43 nouveaux bacheliers de la ville de Tabo ont reçu la somme de 5 millions de francs CFA. Pour eux, ce n'est pas un prêt scolaire. C'est le ministre de la Culture, Maurice Kwaku Banama, qui leur a offert cet argent. Il est destiné à leur inscription dans les universités et autres grandes écoles. Cita Soro. 5 millions de francs CFA, c'est la somme qu'ont reçu 43 nouveaux bacheliers issus des différents établissements secondaires de la ville de Tabo. Ce geste est du ministre Maurice Kwaku Banama. Une action pour aider ses élèves à poursuivre sereinement leurs études dans le supérieur. Selon le ministre, ce don est une contribution à la promotion de l'excellence et un encouragement aux efforts des jeunes filles et garçons qui vont embrasser les études supérieures. Il a également manifesté sa fierté de voir le lycée Kwame Kofi Télésphore de Tabo réaliser un taux de réussite de 57%, un taux au-dessus de la moyenne nationale. Ce lycée occupe d'ailleurs le premier rang dans la direction régionale de l'éducation nationale de l'Anyé-Bitiassa. Tout en saluant le travail des uns et des autres, le donateur a appelé les filles et fils de Tabo au travail, toute chose qui fera le développement de la localité. Au cours de la cérémonie, chefs traditionnels, enseignants et responsables de l'éducation nationale ont également reçu la somme d'1 300 000 francs CFA. La mairie de Satama Sokoro dans le département de Dabakala vient de construire 6 nouvelles salles de classe entièrement équipées. Le montant de l'investissement, 39 millions de francs CFA. Ces nouvelles salles de classe vont permettre aux élèves de suivre les cours dans de meilleures conditions. Abdul Kader Segodogo, RTI Boaké. Classe de fortune, bâtiment dégradé, sureffectif et double vacation. Telles sont les difficultés de l'école dans la commune de Satama Sokoro, département de Dabakala dans la région du Hambol. Face à ce tableau sombre, la mairie veut apporter une solution. Depuis 2013, la nouvelle équipe municipale s'active pour la construction de nouvelles salles de classe dans les écoles primaires de la commune. Les écoles de Satama Sokoro et de Diakoura, village situé à 3 km de la commune, bénéficient de 3 salles de classe chacune. Des réalisations qui ont coûté plus de 39 millions de francs CFA à la mairie. Je voudrais demander à mes parents de scolariser tous les enfants, filles comme garçons, de leur donner une chance de réussite dans la vie. Cela passe par la formation. Les bâtiments ont été officiellement remis aux acteurs éducatifs de la localité au cours d'une journée dédiée à l'éducation. Pour aider à l'équipement des écoles en table-banc, des initiatives se multiplient sur le terrain. Khalil Konaté, cadre du Hambol, a donc offert 250 tables-bancs aux différents établissements de la commune. En tant que cadre de la région, c'est d'accompagner cette initiative heureuse qui est la construction des écoles en apportant ces tables-bancs à Satama Sokoro. C'est pour leur permettre donc d'accompagner cette action du gouvernement. Les populations et autorités administratives de la localité saluent ces investissements. Des prix ont été décernés aux personnes qui mènent au quotidien des actions pour l'avancée de l'école dans cette partie du pays.
Autre information dans cette édition, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique était à Bangoro et à Dzopé. Sidi Touré est allé rendre visite aux jeunes bénéficiaires du projet Emploi Jeunes. Connaît Targasoro. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique dans les rues et les marchés des villes d'Abengourou et d'Adzopé. Sidi Touré est allé rencontrer les jeunes bénéficiaires du projet Agir pour les jeunes. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Les rendez-vous avec les jeunes, dont l'objectif est de rapprocher le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, les administrations déconcentrées et décentralisées des populations et associations de jeunesse. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous voyons l'aboutissement de l'opération Agir pour les jeunes, qui a été lancée de fort belle manière l'année dernière, et aujourd'hui les jeunes sont en activité. Nous avons perçu à l'agence Emploi Jeunes un prêt, et ce prêt va nous permettre d'agrandir les cultures au sol que nous faisons, de pouvoir concevoir des substrats sur les autres sites que nous avons au nombre de 4. J'ai ouvert un centre de coiffure qui comprend 2 personnes parce que je compte aller loin avec mon activité. Je dis merci à l'agence Emploi Jeunes parce que c'est grâce à eux aujourd'hui que j'ai eu ce prêt. Le ministre Sidi Touré, profitant de sa visite dans ces 2 localités, a exhorté les jeunes à prendre leur destin en main en votant massivement pour le oui le jour du référendum. Au vu de tous les bénéfices qu'ils reçoivent au quotidien par rapport à l'action du président de la République sur le terrain, à leur endroit, ils ne peuvent que voter oui à cette constitution. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a, au cours de sa tournée à Abengourou et à Adzopé, échangé avec le roi d'Abengourou, le corps préfectoral, les leaders de jeunesse et les jeunes dont les projets ont été financés par l'agence Emploi Jeunes. Nous vous le disions dans nos titres, la destruction des gîtes larvaires et nids de moustiques va démarrer bientôt dans les communes de Port-Boué, de Koumansi, de Marcory et de Trècheville, ici dans le district d'Abidjan. L'initiative est du ministère de la Santé par le biais du programme national de lutte contre le paludisme. Delphine Gla. Ce n'est pas un dépotoir, c'est un caniveau. Un caniveau à proximité des habitations. En plus des mauvaises odeurs qu'il propage, il est un véritable danger public. Nous sommes responsables de la multiplication des moustiques chez nous. Parce que quand nous avons une boîte de conserve devant notre maison avec de l'eau, on pense que c'est quelque chose qui ne sert à rien, ça ne nous sert pas. Mais nous sommes en danger avec les boîtes de conserve remplies d'eau. C'est un lieu dans lequel le moustique va pondre les œufs. Et ces œufs-là vont devenir des moustiques plus tard. Même le pot de fleurs que nous avons dans notre maison, que nous arrosons chaque matin, il y a de l'eau dans ces pots de fleurs. Et dans ces pots de fleurs-là, ce lieu devient aussi un lieu de reproduction des moustiques. Donc nous-mêmes, nous sommes responsables de la multiplication des moustiques. Retenue d'eau sale, boîtes de conserve, vieilles bouteilles et pneus usés, tous des sources du paludisme. Malheureusement, on peut en compter des centaines, voire des milliers dans la seule ville d'Abidjan. Avec la campagne de démoustication, le ministère de la Santé, à travers le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, entend s'attaquer à la racine de ce problème de santé publique. La reconnaissance et la destruction des gîtes larvaires. Cela va nous permettre d'éliminer les enfants de moustiques, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, ça dit, ces larves-là, on va les empêcher de devenir des moustiques adultes. Et donc, une fois qu'on fait la destruction physique des gîtes larvaires et qu'on l'a fait reconnaître à cette population, ces gîtes larvaires, nous allons compléter cette activité par la fumigation. S'attaquer à la racine du mal, mais avec l'implication des populations. D'où cette cérémonie d'information et de sensibilisation des leaders communautaires ici dans la commune de Marcory. En Côte d'Ivoire, sur 100 personnes qui se rendent à l'hôpital, 43 y vont à cause du paludisme. Voilà tout l'enjeu de cette campagne de démoustication lancée depuis le 18 octobre et qui prendra fin le 29 novembre. Pour cette année, ce sont les communes de Marcory, de Port-Boué, de Koumassi et de Trècheville qui sont concernées. Tout à fait autre chose à présent. La direction régionale des impôts de Bouaké va être plus efficace. Elle vient de recevoir 10 nouveaux véhicules de la part du ministère auprès du Premier ministre chargé du budget pour la collecte des impôts à Bouaké et banlieue. Abdul Kader Sugodogo
RT Boaké. Voici ce qui reste du parc auto de la Direction régionale des impôts de Boaké après les violentes manifestations du 22 juillet 2016 censées dénoncer la cherté du coût de l'électricité. Des actes de vandalisme qui ont profondément perturbé le bon fonctionnement de ce service. Ce triste tableau est désormais un lointain souvenir qui est d'ailleurs à vite oublié avec l'équipement de la Direction régionale des impôts de Boaké de 10 véhicules flambant neufs. Un geste du ministère auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État à travers la Direction générale des impôts. Vous êtes restés debout, mobilisés pour l'accomplissement de votre mission. Vous avez atteint vos objectifs au 30 septembre 2016. Les véhicules qui sont mis à votre disposition aujourd'hui vont contribuer à améliorer vos conditions de travail. Un geste qui réconforte les agents des impôts de Boaké. Je voudrais, au nom de l'ensemble des agents et à mon nom personnel, vous prier de bien vouloir transmettre au directeur général des impôts notre profonde gratitude pour les efforts qu'il déploie pour maintenir allumée la flamme fiscale qui entretient nos relations avec les contribuables. La Direction régionale des impôts de Boaké couvre les régions de Béké, du Ifou et de Lambol. Un matériel roulant qui a donc toute sa place pour le rayonnement de cette administration financière. Les producteurs de café et de cacao des régions du Tonkwi et du Bafing ont répondu présent à l'invitation du Conseil du café et du cacao, délégation de Mans, pour prendre part à la cérémonie de lancement de la campagne 2016-2017. Au menu des échanges, le bilan de la précédente campagne et les nouvelles dispositions pour la nouvelle campagne FBoué. Cette cérémonie de lancement de la campagne 2016-2017 pour les régions du Tonkwi et du Bafing a été marquée par le bilan de la précédente campagne. À cet effet, la délégation du Conseil du café et cacao de Mans a commercialisé près de 32 560 tonnes de cacao. En ce qui concerne les produits phytosanitaires, 60 000 hectares d'insecticides, 30 000 hectares de fongicides et 100 kits de traitement ont été distribués. Au chapitre de l'investissement en milieu rural, 3 ambulances distribuées, 3 écoles et 2 dispensaires construits et plus de 3 500 kits scolaires distribués aux élèves. Comme faiblesse enregistrée au cours de la campagne 2015-2016, on note entre autres une persistance du phénomène de la fuite des produits vers les pays frontaliers et la qualité du cacao commercialisé. Au niveau de la qualité, nous sommes au-dessus du taux national qui est de 9%. Malheureusement, nous sommes à 11,83. Quant aux nouvelles dispositions de la campagne 2016-2017, en plus du prix borchant du kilogramme du cacao fixé à 1100 francs CFA, un nouveau pas est franchi concernant la péréquation de transport. La péréquation transport vient régler une inégalité qui existait au niveau donc, de la filière. L'opérateur qui était à Yamoussoukro, l'opérateur qui était à Danane avait le même coût de transport. Cette disposition a été prise un peu dans la précipitation de la mise en place de la stabilisation. Aujourd'hui, le Conseil est beaucoup mieux organisé, donc nous avons régulé les choses. Cette cérémonie de lancement a été aussi l'occasion d'encourager et de récompenser le meilleur producteur et la meilleure coopérative des régions du Tonkwi et du Bafing. De Mont à l'ouest, rendons-nous au nord-est, précisément à Kaltoudoua, village situé à plus de 80 km de Bouna. Ce village est désormais connecté au réseau électrique, cela grâce au programme présidentiel d'urgence. Les populations reconnaissantes disent merci au président de la République, Alassane Ouattara. Grâce Kando. Kaltoudoua, village situé à 86 km de Bouna dans la commune de Youndoua. Longtemps plongées dans l'obscurité, les populations sont désormais connectées au réseau électrique. Une action rendue possible grâce au programme présidentiel d'urgence à PPU. Les populations de Kaltoudoua sont donc reconnaissantes au chef de l'État Alassane Ouattara. Elles lui ont rendu un hommage pour ses œuvres réalisées dans la région et qui concourent à leur bien-être. Parrain de la cérémonie, le colonel Palé Ola a saisi l'occasion pour exhorter les populations de Kaltoudoua à prôner des valeurs de paix, d'amour et d'union, seul gage d'un développement durable. Le développement n'est possible que lorsqu'il y a l'unité, lorsqu'il y a l'entente. Je vais donc vous exhorter à la bonne entente
pour vivre ensemble. Vous devez vous entendre. Vous devez nous éviter ce que nous avons connu à Bouna. Il faudrait que plus jamais cette déchirure entre les filles et filles de Bouna ne se répète. Le colonel Palé Olo invite également les populations à voter oui au référendum. Les élèves du village n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu des kits scolaires. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.